Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis chez Mounir. Bonjour Mounir. Bonjour Rodolphe. Merci de m'accueillir chez toi. Alors avec un café, bien sûr. Évidemment, le café. Alors je dois rappeler qu'au moment où je suis en train d'enregistrer cette émission, j'ai arrêté le café depuis à peu près 8-9 mois. Voire 10 mois. Non, j'ai arrêté début janvier. Là, au moment où on fait cette vidéo, on est en octobre. Donc, ça fait à peu près 10 mois que j'ai arrêté le café. Et presque un an. Et tu m'as fait recommencer à boire du café. Coupable. Coupable. Mais c'était très intéressant parce qu'on s'est rencontrés il y a quoi? Il y a quelques jours de ça, Ouais. suite à une rencontre culturelle. Et j'avais une sorte de, comment dirais-je, un a priori de me dire, oh l'autre, il va nous parler du café, un peu comme des gens pourraient avoir un a priori négatif par rapport à moi, oh l'autre, il va nous parler de l'eau. Et finalement, bah, c'était très 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 intéressant. Alors si vous voyez un chat passer, J'en ai pour trois. ceux qui sont en direct, c'est normal, parce qu'en fait, l'iPad avec lequel je fais le direct est posé sur le bureau. Donc si vous voyez le chat, voilà, c'est la magie du direct. C'est ça. Ça n'apparaîtra pas dans la vidéo, par contre, ce que je suis en train de dire. Donc, j'avais un a priori un peu négatif, enfin pas négatif, mais un a priori, ouais, oh, c'est pas très important, il va nous parler du café. Et puis finalement, on a discuté ensemble, puisque moi, je me présente un peu avec l'étiquette de monsieur, je connais un peu de choses sur le sujet de l'eau. Et finalement, c'était obligé qu'on parle ensemble. Ouais, Et j'y j'étais fallait. impressionné par les quelques connaissances que Mounir pouvait avoir. Et puis, ben, comme quelqu'un de passionné, euh, j'avais envie. Il m'a fait redécouvrir le café, voilà. Donc, je trouve qu'en tout cas, il est bien dans son métier. Et alors, justement, ce métier de barista, est-ce que tu pourrais, alors déjà, toi, te présenter, Ouais, et bien puis sûr. ensuite, dans un deuxième temps, tout simplement présenter ton activité. Ok. Je prends le micro? Non, Non? je vais le Pardon? garder. Ok, d'accord. Je touche pas ton micro. C'est tout C'est bon. moi, c'est mon. Là, je vais. Laisse-toi aller. Voilà. Ça marche. Donc, moi, c'est Mounir. J'ai 27 ans maintenant. Et tu habites Strasbourg. J'habite Strasbourg. J'ai grandi ici. J'ai un petit peu voyagé par contre. Donc, j'ai pas tout le temps été à Strasbourg. Euh, une petite vingtaine d'années, on va dire. Donc, assez pour quand même bien connaître la ville. J'ai fait mes études de manière tout à fait classique. Je suis allé jusqu'au bac, j'ai enchaîné les petits boulots. Euh, certains qui je pensais allaient me plaire, d'autres qui étaient purement alimentaires. Mais ça n'a jamais été très long. J'ai vite fait le tour de la question et je m'ennuyais assez vite. Jusqu'à ce que je tombe sur le café, du coup. En tant que métier, bien sûr, j'ai toujours consommé du café, vu que ma première tasse, c'était à 4 ans. J'ai voulu imiter mon père qui buvait son café au lait tous les matins. Et il s'est dit, bon, bah, je vais le dégoûter tout de suite. Tiens, goûte ça, sauf que j'ai adoré. Manque de peau. Donc, j'ai toujours bu du café. Euh, je pensais pas pour autant en faire un métier jusqu'à il y a 3 ans, en rentrant dans un coffee shop. C'était absolument pas le but. En plus, à la base, c'était des échanges linguistiques. Donc, je voulais repratiquer l'anglais à l'oral et échanger en français avec des personnes qui, du coup, étaient anglophones. Et je suis tombé sur des vrais baristas qui m'ont fait des cafés, mais fabuleux. Euh, très aromatiques, rien à voir avec ce que j'avais l'habitude de goûter. Ça m'a replongé dedans, j'adore la cuisine depuis toujours aussi. J'ai commencé avec les pâtisseries, comme tous les gamins, à faire des gâteaux au chocolat. Euh, j'ai fini par finalement cuisiner. Et le café, ben, je m'y retrouve aussi. Donc j'en ai fait mon métier. Et alors après, on pourrait même apporter un autre complément, c'est d'information, c'est que tu t'intéresses aussi à la chimie, hein. Ouais, ouais, j'avais fait une fac de chimie en 2009, du coup. J'ai toujours aimé ça, j'étais pas forcément mauvais non plus. J'aime un peu savoir comment les choses fonctionnent, donc la chimie c'est clairement nécessaire, la physique aussi. Euh, D'ailleurs, ça fait partie de la même matière, je comprends pas pourquoi on les sépare, hein, mais physique, chimie c'est une seule et même matière, retenez bien ça s'il y a des étudiants ici là maintenant. Euh, et, euh, et je voulais un petit peu savoir comment fonctionne le monde, parce qu'on vit un petit peu dedans. Donc voilà, la chimie nécessaire pour cuisiner d'ailleurs. Ah, pour moi, qui était beaucoup en lien avec un chimiste, en la personne de Marc-Henri, qui était aussi un bon cuisinier, il m'a toujours semblé qu'un cuisinier et un chimiste, ça avait quand même beaucoup de points communs. Donc ça m'étonne pas ce que tu es en train de me dire. Ouais, ben, faut pas oublier que le simple fait de réchauffer quelque chose, c'est une réaction chimique. Donc à un moment,
Si on veut aller au bout de sa cuisine, il faut faire de la chimie, et je pense que vice-versa, finalement. Alors merci. Maintenant, pour ceux qui, comme moi, ne sauraient pas vraiment ce qu'est un barista, en gros, c'est quoi ton activité? Alors, un barista, c'est un petit peu comme un sommelier, mais dans le café. Du coup, en plus d'avoir une recherche aromatique de, du grain de café, de pouvoir avoir la meilleure boisson en tasse, il y a aussi un rapport à l'humain en face, puisqu'on ne boit pas tous le même café. Moi, j'aime mon café noir sans sucre. Des personnes vont préférer un petit peu de miel, du sucre, du lait végétal, allez savoir. Et en fait, notre but à nous, c'est vraiment de faire comprendre aux gens que tout le monde aime le café, mais pas forcément de la même manière. Et donc d'essayer d'apporter ça chez les gens le plus possible. Et alors, quand est-ce que tu fais ce... qui sont tes principaux clients, en fait? Est-ce que tu te fais... Enfin, quel est l'endroit, puisque tu es quelqu'un de mobile, quel est l'endroit, quels sont les endroits, généralement, où un barista peut se trouver? De manière générale, le coffee shop, forcément, c'est le café, c'est un peu la zone de confort du barista, celle dans laquelle j'ai un peu essayé de sortir maintenant, vu que j'ai été barista de coffee shop pendant 2 ans. Et il n'y a plus vraiment de surprise, on a le client habitué, il vient là, il sait ce qu'il veut, il sait ce qu'il demande. Et on va dire que 80% du travail est déjà fait, il n'y a plus qu'à réaliser sa boisson. Maintenant, je propose surtout des ateliers d'initiation et de dégustation de café, pour vraiment aller chercher cette clientèle qui ne fait pas partie des connaisseurs. Donc je commence mes ateliers à la pâtisserie Les Délices de Julie, qui, qui a ouvert avec les bonbons de mamie. Donc c'est deux concepts super originaux. L'une est d'une pâtissière qui fait des superbes gâteaux avec des glaçages, anniversaire, Halloween, c'est franchement top. Euh, L'autre c'est Mamie qui fait des bonbons, mais des bonbons vintage, ceux des années 50, 60, pour redécouvrir un peu ces belles couleurs. Et c'est franchement intéressant à voir. Et je me suis dit pourquoi pas le café, puisque café pâtisserie quoi. Mhm. C'est quelque chose qui se marie très bien. T'as ramené les éclairs, c'était une très belle initiative. Ah, je les montre. Bon. Alors après, ça vient pas d'une boulangerie, hein, comme vous pouvez le voir, hein, c'est cellophané, même plus que ça. Alors, moi, ce qui m'a fait venir ici, bien évidemment, ben, c'est l'eau, hein, comme je l'ai dit en préambule. Et finalement, dans ton métier, quel est ton rapport à l'eau? Comment tu l'as, en quoi elle est importante? Enfin, elle est déjà tout au long de la chaîne du café. Elle existe, hein, puisque le café c'est une plante. Il y a beaucoup de gens qui ont tendance à l'oublier, puisqu'on la connaît plus sous la forme de grains que j'ai là, si je peux vous les Ouais. montrer. Donc torréfié, c'est cuit, tout simplement, sauf qu'on met ça dans un torréfacteur, c'est le four spécial pour cuire les grains de café. Le grain vert, c'est en fait le noyau d'une cerise. Donc le caféier, c'est un cerisier, pour ceux qui ne le savaient pas. Donc c'est un arbre. Donc forcément, il a besoin d'eau. Donc premier rapport avec l'eau dans le café, ben, c'est tout simplement faire grandir la plante. Sinon, il n'y a pas de café. Euh, Ensuite, la méthode la plus connue pour tirer le grain, donc pour arracher la peau puis la pulpe de la cerise, c'est la méthode lavée. Donc encore une fois, c'est des pressions d'eau qui vont tout arracher jusqu'à obtenir le grain vert. Et en général, dans une cerise, donc on a deux grains qui sont l'un en face de l'autre, comme ça. Mhm. Voilà. Donc ça, c'est le noyau de la cerise, c'est ce qu'on va consommer nous après l'avoir cuit, pour avoir le grain donc torréfié, hein, qui est forcément plus brun puisqu'il a cuit. Voilà. Mhm. Donc premier rapport à l'eau, ben, c'est la plante. Le deuxième, c'est pour en obtenir le grain. Troisième rapport à l'eau, finalement, c'est dans la cuisson, puisqu'il y a une perte d'eau, encore une fois, qui va se faire. Et enfin, en tasse, on utilise de l'eau pour extraire la caféine. C'est le contact avec l'eau, en fait, qui extrait la molécule, qui est la même que la théine. C'est la même molécule, c'est la même que la matéine. En fait, en français, on a beaucoup complexifié la chose, et on les a appelés selon la boisson, alors qu'en anglais, c'est caféine, point final. Que ce Ah, soit le thé, le maté, le guarana, le chocolat, toutes ces plantes contiennent de la caféine. Et on s'est arrêté à caféine en anglais. C'est vraiment les Français qui ont voulu compliquer l'histoire. C'est de la caféine dans toutes ces plantes. mais est-ce que tu sais pourquoi? On a complexifié? Mhm. Alors, aucune idée. Ok. Il me semble qu'il y a une époque où on pensait que c'était deux molécules différentes. Ah ouais. Parce que, en fait, elles n'ont pas le même effet selon la plante, ce Mhm. qui est un petit peu normal finalement quand on y Mhm. pense. Mhm.
Euh, et du coup, par exemple, la théine, donc la caféine qui est dans le thé, va être bien plus dans la durée, mais contient plus de caféine par contre que le Mhm. café. Mhm. Et le café, c'est quelque chose d'explosif, la caféine qu'il y a dedans. Donc on va avoir un pic vraiment 15 minutes ou 20 minutes Mhm. après avoir bu le café, Mhm. d'excitation, pour ensuite redescendre graduellement. Mhm. Donc voilà, l'effet n'est pas forcément le même, même si c'est la même molécule. Alors, la question principale, pourrait-on dire, de ce podcast, c'est est-ce que l'eau que je vais utiliser pour faire mon café va changer fondamentalement, au niveau du goût, par exemple, mon café? Alors oui, pour la raison la plus simple, c'est que dans une tasse, une fois extrait, une tasse de café c'est 99% d'eau. Donc je viens de te servir une tasse d'eau chaude, aromatisée, tout simplement. Je pense qu'on est d'accord pour dire qu'entre deux bouteilles d'eau déjà, de différentes marques, si tu buvais de l'eau, elles n'auraient pas le même goût. Et ben c'est exactement la même chose pour ton café du coup. Là, ce Mhm. sera un peu plus masqué, puisque le café c'est quelque chose de très aromatique, donc on va pas forcément le sentir. Ce sera peut-être plus subtil et il faut peut-être avoir déjà bien dompté son palais. Mhm. Mais on peut faire la différence entre deux qualités d'eau sur l'extraction d'un café. Alors, tu nous as dit, en plus, enfin, tu nous as dit, c'est pas que tu nous as dit, tu m'as dit, quand on s'est rencontrés, une petite astuce pour bien apprécier les arômes de son café. Est-ce que tu peux nous dire Ouais. quel est-il? Ouais, bien sûr, avant les dégustations, en général, on boit un petit verre d'eau pétillante, tout simplement parce que ça stimule les papilles, et donc on va être plus réceptif aux arômes. Il me semble qu'ils le font aussi dans le vin, mais j'ai pas envie de dire de bêtises, donc je vais rester sur le il me semble. Mhm. Mais c'est une petite astuce pour vraiment mieux apprécier même les repas. Mhm. Pour bien ouvrir tes papilles, prends un petit verre d'eau gazeuse. Mhm. Voilà. Alors, l'autre chose que nous avons discuté quand on s'est rencontrés, c'est que tu utilisais de l'eau minérale, de l'eau de source, De même l'autre source, ouais. pourrait-on dire, d'une marque extrêmement connue, l'eau cristalline, hein, Ouais. on va la citer, hein. Alors, qui a une particularité, c'est que il n'y a pas une source cristalline, mais c'est plutôt des sources locales. Ouais. Et toi, tu utilises une source locale donc en Alsace. Ouais, Metzeral. La cristalline Metzeral et la cristalline Rock aussi. Ça dépend, parce qu'elle n'existe pas en bidon de 5 litres, la Metzeral. Donc je prends la Rock qui est un petit peu plus chère, mais qui a un peu moins de résidus à sec, donc qui est meilleure à boire. Et le premier avantage dont tu m'as dit, alors les baristas en France ou peut-être dans le Ou même monde, dans le monde, ouais. ont pris le principe de prendre autre chose que de l'eau du robinet, entre autres pour ne pas esquinter leur machine. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Ouais, le calcaire qui se trouve dans l'eau du robinet, c'est quelque chose d'extrêmement nocif pour une machine à café. D'ailleurs, même en utilisant de l'eau de source, il y a quand même du calcium, hein, faut le savoir, l'eau c'est un peu plus complexe que ce qu'on pense. Donc il y a du calcium dans l'eau de source. Merci de le dire. C'est, voilà, donc ceux qui s'arrêtent à H2O devraient boire de l'eau distillée tout le temps, et on me diront s'ils sont bien hydratés. Euh, Il y a du calcium quand même dans l'eau de source, ce qui fait que même moi, ma bouilloire qui n'a jamais touché d'eau du robinet de toute sa vie, euh, une fois par mois, je lui fais quand même un nettoyage, puisqu'il y a toujours un dépôt de calcaire, voilà, qui est moindre par rapport à l'eau du robinet. Et alors, moi, c'est mon étonnement de quelqu'un qui connaît pas du tout le métier de barista. Pour moi, le barista, puisque c'est l'équivalent du sommelier en vin, me semble bien plus expert au niveau du goût que je le suis. Et j'ai été étonné que finalement, la première motivation des baristas pour changer l'eau du robinet dans une autre, pour une autre eau, qui n'est pas de l'eau du robinet, c'est plus je Problème dirais, technique. un problème technique, ouais, que plutôt une histoire de goût. Et donc, quelque part, est-ce que quand tu faisais de l'eau, très concrètement, c'est que est-ce qu'avec l'eau du robinet, ça change pas le goût en fait du café par rapport à une autre source? Alors ça la change drastiquement. Il faut savoir que par contre, dans les années 60-70, il y avait eu une sorte de publicité, pour pas dire propagande, disant qu'en fait l'eau minérale ou l'eau de source c'était mauvais pour le café. Donc il y a beaucoup de personnes, y compris si maintenant vous faites un café chez votre grand-mère, qui vont utiliser de l'eau du robinet dans leur bouilloire
parce qu'on leur a appris que c'était mauvais. Donc il y a déjà cette partie-là qui est vraie, hein, enfin c'est une réalité, c'est pas que c'est vrai, puisque c'est évidemment moins bon de boire de l'eau du robinet pour votre café. Donc il y a cette réalité qui fait qu'on utilise aujourd'hui en France de l'eau du robinet dans les bouilloires, puisque c'est mauvais d'utiliser de l'eau minérale d'après cette publicité. Et sur les 150 ans d'histoire du café, le métier barista tel qu'on le connaît, le pratique aujourd'hui, n'a que 10 à 15 ans. C'est un métier très jeune, c'est une science nouvelle. Euh, on s'est rendu compte que ça fait 150 ans en fait qu'on boit du café de la mauvaise manière. Voilà. En gros, hein, c'est-à-dire que toutes ces traditions qu'on a, euh, on est en train d'essayer nous de sensibiliser les gens et de les changer, euh, et à se dire que s'il y a des grands crus dans le vin, si on sélectionne des petits grains de raisin par rapport à un autre, ben pourquoi on ne le ferait pas dans le café en fait? Voilà. C'est pareil, sachant qu'il y a 6 à 7 fois plus d'arômes dans un café que dans un grand cru. D'ailleurs, on va rebondir sur un sujet qu'on avait parlé ensemble quand on s'est rencontrés, qui était la différence entre les grandes marques de café, où le café va avoir un goût uniforme, Ouais. à l'inverse ce qui n'a rien à voir finalement avec le café lui-même, parce que, comme tu le dis, le café c'est un peu comme le vin, et ça a des goûts complètement différents, Tout à fait. et ça peut changer d'un café, dans la même marque du café, hein, Ouais, dans le même arbre même. dans le même Même arbre, dans sur le le même même arbre. Est-ce arbre. que tu peux nous expliquer comment se fait-il que les grandes entreprises arrivent, entre guillemets, à faire le même goût pour le même café, alors que normalement, le café, pour le même arbre, devrait avoir un goût différent. Alors c'est l'histoire de ce combat qui existe depuis aussi 150 ans, du coup, c'est l'artisanat contre l'industrie. Il y a un paramètre qu'on a absolument voulu réduire au maximum, c'est le temps. L'industrie, c'est ça, hein, c'est le temps, c'est de l'argent. Donc pour ce faire, on a machinisé beaucoup de l'artisanat, qui prenait du temps, évidemment. Euh, et aujourd'hui, dans ces grandes industries, pour récolter le café, par exemple, on a des énormes machines donc, qui viennent tirer sur la branche de caféier et prendre tout ce qu'il y a dessus. Donc, on a des branchages, on a des feuilles, on a des cerises pourries, on a des cerises pas mûres. Un petit peu comme un cerisier, on a tous déjà vu un cerisier, on est en Alsace. Bon, pour ceux qui n'y sont pas, regardez. Euh, on a tous déjà vu un cerisier, donc il y a un peu de tout. C'est pas parce que l'arbre est à maturation que toutes les cerises le sont. Tout ça, ça va aller directement dans un récipient. On va balancer ça au lavage pour tirer le grain. Donc le grain de ces cerises pourries ou de ces cerises pas mûres. Euh, et ça va être torréfié à grande vitesse. C'est-à-dire qu'on va mettre ça 15 à 20 minutes dans des fours à 400 degrés, sachant qu'on ne dépasse pas 220 degrés dans l'artisanat. Et ce processus de cuisson rapide va tuer 80 à 85% des arômes de la cerise. Ce qui fait que finalement, une cerise qui avait des petites notes d'abricot, de jasmin, tout va être complètement anéanti, il va rester que l'amertume. Et ce goût très amer qu'on connaît tous, ben, ça va être le goût de tous les cafés que vous allez goûter à cause de ce processus-là, qui va tuer tout le reste finalement. Pour revenir à l'eau, quels sont les effets bénéfiques immédiats d'utiliser donc de l'eau de source par rapport à vos machines? Tu m'as dit par exemple que vous avez des machines à expresso professionnelles. Ouais. Soyons concrets, quel est le gros avantage? Alors avec de l'eau en bouteille ou de l'eau filtrée en tout cas, ben, ma machine, je change les joints tous les 6 mois, mes chaudières sont intactes de toute façon. Les chaudières de ta machine à De ma café? machine sont intactes, c'est-à-dire que, bien entendu, en entretenant quand même, j'ai jamais eu à les changer. Si j'utilisais de l'eau du robinet, elle ferait pas 3 mois, la machine en elle-même, en fait. Ce serait complètement saturé de calcaire et je pourrais la jeter ou la démonter, faire venir quelqu'un pour l'ouvrir, me changer les chaudières, me remplacer les joints, me remplacer toutes les petites tubuleurs qu'il y a dedans, ça tiendrait pas. Le calcaire, ça va à une vitesse, vous imaginez pas. Sur une machine à café professionnelle qui tire 200 cafés par jour en plus, qui passe au moins 10 à 20 litres d'eau par jour, c'est impossible. Je trouve ça intéressant que tu nous rappelles aussi que l'utilisation professionnelle, c'est pas l'utilisation Quotidien. du quotidien
du grand public, dont je m'inclus, hein, bien sûr. qui serait donc une fois par jour à peine. Euh, Effectivement, quand on voit le côté un peu où ça, la grande utilisation, les dommages que ça peut faire, et nous, ça nous permet de nous dire, ben, ce résultat-là, on l'aurait ben, sur peut-être 3 4 5 6 fois plus longtemps, Ouais. mais on l'aurait aussi. Mais il y serait aussi, le résultat serait le même, c'est juste que c'est retardé l'échéance. À la maison, c'est pareil, hein, je me fais un café le matin avant de partir au boulot. Mhm. Euh, et encore, quand je sais que je vais avoir une grosse journée, j'en bois pas, parce que je sais que je vais en boire toute la journée. Donc je vais préférer boire du thé, ou du maté, ou autre chose. Avoir un apport de caféine, du chocolat. Pour ceux qui savent pas, du coup, je le glisse. Dans 30 grammes de chocolat, il y a plus de caféine que dans un espresso. Comme ça, vous le saurez aussi. Le café, en fait, il y a très très peu de caféine dedans, en tout cas dans le grain. Ah Là où il y a ouais, le plus de caféine, ça va être dans la cerise en elle-même. ouais. D'ailleurs, il y a des infusions qui existent, ça s'appelle la cascara. Donc ça Ah, s'infuse un petit peu comme du thé, en 5-10 minutes, sur une eau chaude. Parce que c'est l'eau chaude, pareil, il y a encore ce rapport à l'eau. Euh, pour un café, on tire à peu près 20 grammes de caféine au litre avec de l'eau à 20 degrés, donc température ambiante. Et si on utilise l'eau chaude, on tire 400 grammes, jusqu'à 400 grammes si elle est bouillante. Je recommande jamais l'eau bouillante d'ailleurs, puisque ça tue certains arômes. Donc en dépassant jamais 95 degrés, on a 180 grammes de caféine au litre avec du café. Et avec la cascara ou d'autres plantes caféinées, on peut passer à 5 fois plus. C'est c'est autrement plus caféiné. Déjà le Robusta par rapport à l'Arabica est 2 fois plus caféiné. Et ensuite, enfin voilà, le café c'est... Pour ceux qui boivent pas de café à cause de la caféine, sachez que c'est une des plantes qui contient la moins de caféine par rapport à ces plantes caféinées en tout cas. et justement, on parlait tout à l'heure de l'ulcère. C'est-à-dire que moi, par exemple, si j'ai arrêté le café, comme je l'ai dit au début de l'émission, c'est que, en l'occurrence, j'avais un peu beaucoup d'acidité à cause du café, mais pas uniquement à cause du café, hein, puisque c'était les fêtes de Noël, donc j'avais bu un peu plus d'alcool que d'habitude, donc ça a aussi aidé à ce que mon estomac me dise stop. Bien Mais sûr. sauf que j'ai arrêté moi le café, et alors ce qui était très intéressant, c'est que justement en préparant là juste avant de commencer à enregistrer, tu as commencé à me parler d'une petite astuce pour calmer un peu son estomac Ouais. quand on boit, quand on aime le café et que bah, on a des attaques acides, hein, de l'estomac. Ouais. Alors, ta gastrologue t'a donné une petite astuce. Ouais, c'est que en général, quand je sais que je vais boire plus de 3 espressos dans ma journée, ben, je mange une banane et ça m'aide à un petit peu tanker l'estomac. Déjà, à savoir qu'il faut jamais boire de café à jeun, parce que comme dit, c'est une boisson très acide. Donc c'est autrement plus, j'en perds mes mots, plus virulent que de se manger des antibiotiques à jeun. Voilà, boire du café, même les Italiens ne le font pas. Le matin, boire un cappuccino, donc qui a du lait entier en plus, hein, donc qui est assez lourd, qui va aussi faire cet effet de donner de la matière à l'estomac, autre que la caféine, puisque c'est assez surprenant pour beaucoup de gens quand je leur fais un café et qu'ils n'ont pas l'habitude, surtout l'espresso qui est un peu une bombe de saveur, ils me disent ah c'est amer, je dis en fait non, c'est acide. Et on n'arrive pas encore à dissocier l'amertume de l'acidité quand il s'agit de café. Et c'est une boisson très acide qui va vraiment relever le niveau d'acidité de l'estomac. Et donc déjà être à jeun, c'est agresser son estomac quand on boit du café. Toujours manger quelque chose avant. Et si on sait qu'on va en boire beaucoup, moi je mange une banane. Voilà. Ça aide beaucoup. J'ai un ulcère et je bois du café. C'est- Ah, ça, c'est une bonne petite astuce, surtout pour des gens comme moi qui aiment bien le café. Après, moi, j'ai arrêté un peu le café parce que, bon, je parle d'une époque où j'en buvais presque une cafetière entière, et là, là, c'était plus Complètement possible. excité, ouais. Voilà, c'est ça, ouais. Euh, Tu sais évidemment que aujourd'hui, par rapport à l'eau, euh, la problématique de l'eau minérale, c'est qu'elle est en bouteille et en bouteille plastique, Ouais. et que pour des questions environnementales, etc. Est-ce que toi, alors après, ça fait que 3 ans, hein, que tu es barista, Ouais. est-ce que c'est quelque chose qui germe dans ton esprit, ou que tu envisages, un de ces quatre, d'utiliser autre chose que de l'eau minérale
pour faire ou pour utiliser tes machines ou pour faire du café? Alors oui, c'est d'ailleurs pour ça que j'ai une carafe filtrante, pour commencer. Quand j'ai un gros débit, je peux malheureusement pas m'en servir, puisque je peux pas... Enfin, le temps que ça filtre, il m'en faudrait peut-être 10 et on tombe sur le même problème, c'est des carafes en plastique. Donc j'utilise des bouteilles, c'est finalement pratique à transporter malheureusement. Et quand je suis sur des événements, enfin voilà, j'ai pas énormément de choix. Je pourrais, j'y ai déjà pensé, je l'ai fait, sauf que j'étais un peu en rupture. Euh, sur un événement, en fait, j'ai filtré à l'avance 10 à 15 litres d'eau que j'avais mis en bouteille en verre. Donc là, j'étais déjà dans une démarche. Euh, je suis toujours dans cette démarche de limiter au maximum mes déchets. D'ailleurs, c'est pour ça que même dans mes gobelets carton, il n'y a pas de paraffine dedans. Donc c'est moins étanche, mais c'est pas grave. Euh, j'ai pas de couvercles qui sont en plastique. On fait des gobelets en carton, mais des couvercles en plastique, c'est un petit peu bête. J'utilise pas de paille, j'ai pas de sucrète parce que j'utilise pas de sucre. J'utilise des bouteilles de lait frais entiers, donc c'est des bouteilles en carton. Euh, quoi d'autre? Je suis en train, mais ça coûte un petit peu cher pour l'instant, d'acheter ces bonbonnes filtrantes qu'on branche directement à la machine, que je branche ensuite sur un circuit d'eau. Donc là, pareil, si je suis dans des événements intérieurs qui ont des cuisines, ben j'aurai plus besoin d'utiliser de l'eau. Mhm, En tout cas, pas de l'eau en bouteille, je mhm, pourrais avoir un filtre directement. mhm, Euh, donc oui, j'essaye de m'équiper dans cette démarche aussi de pas gaspiller trop de plastique mhm. et de pas utiliser d'eau stagnante. Alors, on rigole parce que je lui ai parlé de l'eau en mouvement et que l'eau stagnante était aussi un petit problème, mais c'est pour ça que pour vous expliquer pourquoi on a ce petit Il y rire. a un milliard de trucs à faire avec du café, ne serait-ce que le marc de café, quoi. Ouais. Déjà tous les jours j'en jette un dans mon évier, j'ai jamais eu de problème de plomberie. Euh, je le mets dans mon compost, donc ça fait encore des déchets en moins. Et puis ma colocataire fait des gommages, donc en cosmétique ça marche Ah aussi ouais? très bien. Du Ah marc ouais? de café, un peu de miel, je sais plus trop quoi d'autre. Ah ouais? Et bim, gommage, et c'est bon. Donc on récupère aussi le marc, on jette rien en fait. Ah Comme dit, on est aussi dans cette démarche un ah peu oui. écolo. Euh, Ce qui tombe bien aussi, c'est que ma coloc est barista aussi, donc on est aussi dans, dans ces recherches de café. Et ensemble, des fois, pareil, on pense pas forcément à tout. Et, on trouve des idées. Tu me disais tout à l'heure que je suis pas un simple revendeur, enfin je suis pas sur internet, bah elle oui, mais elle est pas simple revendeur non plus. Elle a répondu à une question. Donc, Bah, disons que oui, effectivement, c'est en fait ce qui est plutôt étonnant pour quelqu'un qui serait passionné par le café, ça serait de se dire bon ben cette personne-là, si elle veut en faire son activité, ça serait de le vendre, de vendre du café. Voilà, comme moi quand j'ai voulu faire de la vidéo, je me suis dit bah je vais prendre les exemples connus, je vais essayer de faire du Luc Besson. Et puis finalement, je me suis aperçu que en filmant un film sur l'eau complètement bizarre, que je vous invite à regarder, qui s'appelle The Experience Being Water, parce que c'est vraiment une expérience un peu à part, qui m'a fait rencontrer l'eau, vraiment, et qui me permet aujourd'hui d'en être passionné. Eh bien, je m'attendais pas parce qu'à l'époque, moi, quand je voulais faire de la vidéo, YouTube n'existait pas, les appareils comme là, avec ce dont à quoi je filmais, n'existaient on pas. avait la Donc bonne forcément, génération. et en fait, il y avait quelque chose en moi qui était déjà en avance sur son temps. Ouais, J'ai voulu faire du cinéma et je n'ai pas fait de cinéma, mais j'ai fait autre chose qui m'apporte beaucoup plus humainement parlant. En tout cas, j'imagine. Je pense pas que le métier dans le show business soit quelque chose où de très simple à vivre. En tout cas, je pense pas que j'aurais été bien, mais bon. Et là, en tout cas, je suis sur une thématique qui est l'eau, et c'est ça qui m'a aussi réuni, qui m'a fait envisager de faire une interview ensemble, parce que tu es passionné par le café comme moi je suis passionné par l'eau, ouais, et c'est très agréable de voir quelqu'un qui soit passionné par un sujet qui, sur certains aspects, comme se je l'ai dit trouve au bien, début de il faut aussi l'émission, bien, est très semblable, et puis en plus complémentaire, puisque bien sûr. sans l'eau, il n'y a pas de café. Voilà. Exactement. Alors, si je te pose la question, comment boire un bon café, qu'est-ce que tu dirais de manière la plus simple qui soit? Euh,
Alors, ça va dépendre un peu de la recherche, toujours de ce que toi tu vas appeler un bon café. Puisque Mhm. on s'était heurté en coffee shop à cette question très, très récurrente de clients. C'était j'aimerais un café. Oui, mais quoi comme café? Un café normal. Donc il faut poser aussi ses limites de la normalité, puisque c'est quelque chose de très personnel et intime. Donc un bon café, pour moi, comme ça va être un café noir avec beaucoup de caféine, mais pas très fort en goût, je vais vous dire un café filtre, nickel. Pour certains, ce sera un espresso, pour d'autres, un cappuccino. Il n'y a aucun souci avec ça. Maintenant, à la maison, pour des gens qui ne sont pas des professionnels, je vais recommander un bon café filtre. Un bon café filtre parce que c'est très dur à rater, pour commencer, donc c'est pas mal. Ça prend pas beaucoup de temps. Euh, c'est très chargé en caféine par rapport à un espresso. Comme dit, hein, de 30 grammes de chocolat, c'est plus de caféine qu'un espresso, donc voilà. Le café filtre, c'est quand même plus chargé. Et c'est pas cher. C'est aussi très important. Moi, mon but, ça va être d'équiper Monsieur Tout le Monde à la maison, parce que 96% des Français boivent du café. Mon but, c'est d'équiper ces gens de la manière la plus simple et efficace possible, la moins chère, pour qu'ils aient un bon café à la maison et qu'ensuite ils puissent mixer ça comme ils veulent, rajouter une touche de lait, un petit peu de sucre, pourquoi pas. Euh, mais moi, je recommande un bon café filtre et c'est un peu le cœur de mon activité aujourd'hui, c'est l'initiation. à- donc je propose dans cette initiation une petite dégustation, déjà pour qu'ils voient la différence entre un café supermarché industriel et un café artisanal. Euh, mais surtout, ce que je vends dans cette initiation, moi, c'est le savoir-faire. Et j'ai trouvé que la connaissance, c'est un super business plan, parce qu'une fois que je l'ai vendu à ces personnes, ils repartent avec, mais je l'ai toujours. Mhm. Et ça, c'est quelque chose de super, c'est du partage, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Et tu es un peu dans cette démarche aussi, finalement, avec ta chaîne, et c'est aussi pour ça que j'adore rencontrer les passionnés. Parce qu'on est tous un petit peu comme ça, finalement, dans ce Mhm. partage. On a vraiment envie de faire savoir aux gens ce qu'on sait, et ça ne nous en enlève pas. Et ça, c'est juste Mhm. magique. Le partage, c'est top. Essayez de partager un jour, c'est génial. Petite leçon. Mais Faites une chaîne YouTube et puis parlez de votre sujet que vous voulez partager. partager, partager. Et justement, je voudrais savoir si euh, le contenant, est-ce que tu insistes, quand tu fais tes animations, est-ce que tu parles du contenant? Alors quand je dis le contenant, c'est par exemple une bouteille, elle n'est pas juste une bouteille. La fonction d'une bouteille, elle n'est pas uniquement de contenir de l'eau ou du café ou du thé ou toute autre boisson. Elle peut aussi, elle a aussi elle, d'autres propriétés Bien ou sûr. d'autres avantages. C'est pour ça que parfois il y a certains designs ou certaines formes qui vont être utilisées entre autres pour l'eau. Et est-ce que pour le café, alors il a été démontré pour l'eau, il y a vraiment Ouais. comment dirais-je, Précision. des contenants qui vont favoriser une, de manière Une qualitative l'eau. expérience. Est-ce que pour le café, quelque chose est connu pour ça? Alors oui, je pense par extension tous les liquides, puisqu'on a bien des verres à vin, des verres à whisky. euh, la matière va déjà beaucoup jouer sur la sensation, parce que manger ou boire quelque chose, c'est très sensoriel, hein. Il y a le nez qui entre en compte, les yeux, c'est visuel aussi. On mange d'abord avec les yeux, c'est très connu. Et donc la porcelaine, voilà, les petites vieilles tasses en porcelaine, c'est top pour le café. Il y a le côté visuel, on se dit, ah waouh, Hmm. c'est vintage, ça tient bien la chaleur et ça retransmet bien les arômes, par exemple. Pour les cafetières, c'est pareil, il y a ce verre qui tient bien la chaleur. Bah, j'en ai un là, si je peux le montrer. Vas-y, vas-y, vas-y. Voilà. Donc, sur une cafetière piston qui coûte 13 euros. Donc c'est pour ça que je disais équiper les Ah, c'est gens super de ça. manière Ah bah très oui. simple. C'est qu'à 13 euros, on a une cafetière à la maison. Et ça, Alors, regardez, hop. Alors, on va faire le point, voilà, sur. Et là pour nos amis sur YouTube, voilà. et Vas-y. donc avec le piston, moi c'est un peu le niveau 1 de mon initiation. D'ailleurs, c'est l'initiation au niveau Ah, débutant. pardon. Il n'y a pas de souci. Et on regarde, ça ressemble un peu à un Erlenmeyer. Donc on parlait de chimie, ben justement, là on est dans la chimie. Donc le bec verseur, forcément. Et là on tient bien la chaleur. C'est un verre qui retransmet très vite la chaleur, c'est-à-dire qu'il préchauffe en moins d'une seconde. Euh, et une fois qu'elle est dedans, ça reste chaud environ 1 heure. Donc c'est franchement pas mal, sachant que c'est une tasse. Mais est-ce que au niveau de la matière, est-ce que ça serait plutôt le verre ou la porcelaine que tu conseillerais? Alors le verre pour faire son café, la porcelaine pour le bois.
C'est deux choses qui vont être différentes. Donc moi, je le fais souvent dans cette cafetière, Mhm. ou dans une autre, hein, qui est en verre aussi, celle qu'on a bu tout à l'heure, qui est Mhm. plus grande, puisque ça, c'est comme je disais, une tasse. J'allais pas la boire devant toi et pas t'en proposer. Mhm. Le café, c'est aussi avant tout une boisson conviviale, hein, c'est une boisson chaude qui rassemble. On est autour d'une tasse de café. Pourquoi pas pousser ça jusqu'à boire quelque chose de bon? J'ai envie de dire. Parce que très souvent, on va juste boire un café. Il y a beaucoup de gens qui en boivent pour le principe, le concept de boire un café, mais ils apprécient pas ce qu'ils ont en tasse. Et finalement, dans le souvenir, c'est pas chouette. Quand tu y repenses, tu te dis le moment était bien, j'étais dans un cadre chaleureux avec des gens que j'aime bien, et j'ai bu un truc pas bon. Moi, j'aimerais pousser le vice un petit peu plus loin et se dire, bah, c'était génial, en plus, c'était délicieux, ça rend tout de suite l'expérience plus cool. Et est-ce que tu saurais pourquoi on met une soucoupe sous la tasse? Deux choses, la tasse va refroidir plus vite, Mhm. et puis de manière générale, on sert le café avec un petit gâteau, comme je disais, les cafés pâtisseries, un petit gâteau et du sucre. Alors le sucre, je ne le recommande pas, en tout cas pas la sucrète comme on la connaît maintenant, qui, qui est du sucre industriel, et là c'est pareil, c'est toujours traité, raffiné, c'est pas génial pour la santé, mais il faut savoir que le contact avec le glucose et la molécule de caféine aident à se concentrer. Donc on servait ça, donc il y a la soucoupe avec la cuillère, le petit biscuit et la bûchette de sucre pour bah, tenir tout ça, empêcher que la tasse touche la table et refroidisse trop vite, Mhm. parce qu'il faut savoir que les soucoupes sont aussi préchauffées. Et en plus, on servait ça avec un espresso de manière générale, et l'espresso c'est une boisson qu'il faut touiller, qu'on la sucre ou non, parce qu'on a l'amertume qui est dans la créma, la petite crème qui est au-dessus, et l'acidité qui est dans le fond. Donc pour boire un espresso bien équilibré, il faut de toute façon le touiller. Voilà. Petit, petit tips pour ceux qui mélangeaient pas leurs espressos en disant moi je mets pas de sucre dedans, j'ai pas besoin de cuillère, mélangez-le quand même, vous allez voir, il sera déjà bien meilleur. J'en faisais partie. Voilà, c'est bah pareil, hein, c'est avant de savoir, on ne sait pas. Ouais, Et du c'est coup, ça. j'ai aussi bu mes espressos en one shot sans les touiller, et c'est pas pareil. Et le petit verre d'eau qu'on nous donne, il faut le boire avant, après, pendant? Alors si c'est de l'eau pétillante, buvez-le avant. En général, c'est parce que le café, ça va rester très longtemps en bouche. Mhm. Donc boire son espresso cul sec et prendre son verre d'eau après, ça peut aider à rincer ce côté très très prononcé qu'a l'espresso, qui est une boisson très forte en bouche. C'est une bombe de saveurs en fait. Il y a autant de saveurs que dans le café filtre, mais concentré. Et justement, tu nous disais, enfin, quand on s'est rencontrés, parce que tu faisais, moi je t'ai rencontré lors d'une manifestation où tu faisais, bah, tu présentais ton activité Ouais, et tu nous parlais comme quoi, par exemple, il y a beaucoup moins de caféine dans l'espresso. un expresso que dans un café filtre. Ouais, Et là, tu nous as commencé à nous parler que ça avait un rapport avec l'eau, justement. ouais. La caféine, c'est une molécule qui est extraite par l'eau, plus facilement par l'eau chaude. De manière générale, on dépasse 65 degrés. Euh, et donc, chimiquement, chauffer, c'est exciter les molécules. Et donc, c'est pour ça. L'eau chaude va, de manière plus régulière, s'entrechoquer avec les molécules de caféine pour l'extraire. Donc, on commence à parler d'extraction de caféine à 65 degrés, puisque 20 grammes par litre, c'est dérisoire. C'est à peu près ce qu'on a dans le déca. Comme ça, vous avez un petit peu moins encore dans le déca, mais il y en a quand même, toujours. Mhm. Euh, donc, de manière générale, 90 degrés pour le café. Le contact prolongé avec l'eau va extraire la caféine. L'espresso, c'est une boisson qui coule en 25 secondes, entre 20 et 30, on va dire. De manière générale, le Perfect Shot coule en 25 secondes. Le café filtre que je t'ai fait tout à l'heure, lui, il a coulé en 5 minutes. Mhm. Il y avait à peu près autant de café, puisque bien sûr, il y a aussi la dose de café et la quantité d'eau qui va jouer. Euh, donc, il y a environ 4 à 5 fois plus de caféine dans un café filtre que dans un espresso. Et ça, c'est le rapport avec l'eau. C'est le contact avec l'eau qui va extraire la caféine. Voilà. Dans ta présentation, tu nous parles que l'eau, c'est en travaillant sur les paramètres de l'eau qu'on va pouvoir travailler enfin, et voir améliorer le café. Est-ce que tu peux nous présenter les différents paramètres liés à l'eau pour obtenir un café que tu estimes satisfaisant? Alors, pour commencer, il y a la qualité de l'eau en elle-même. Moi, j'utilise une eau qui n'est pas trop minéralisée, une eau de source avec un minimum de calcium.
de potasse et de résidus à sec. Un pH le plus neutre possible, vu que le café c'est déjà très acide. Si on a une eau qui elle aussi est acide, ça va pas aider. Alors, grosso modo, le pH le plus neutre possible, t'as une idée? Entre 6, 5 et 7, c'est bien. On ne veut pas tirer vers le basique non plus, mais 6, 5 et 7, c'est top. Alors, je t'avais conseillé lors de notre rencontre de t'intéresser à la bioélectronique de Vincent, Je l'ai pas parce que encore c'est fait, quelque chose j'ai qui pas fait mes pourrait... devoirs. J'ai pas fait mes On devoirs. s'est rencontrés il y a à peu près 5 jours, hein, c'est normal. Mais je t'invite vraiment à t'y intéresser parce que eux préconisent justement pour une autre boisson qu'elle soit légèrement acidifiée. Parce Ok. qu'on est quand même dans du légèrement acide quand tu dis du 6, 5, 7. Et donc je trouve ça intéressant que tu ailles dans ce sens-là Ouais. sans connaître eux leurs critères. Non, mais c'était d'expérience et de l'expérience gustative elle-même qui m'a amené à ce constat. Donc la qualité de l'eau, forcément, paramètre très important. Euh, la température de l'eau pour se faire un bon café, c'est primordial. Donc jamais faire bouillir son eau pour faire son café. Non, déjà jamais dépasser 95 degrés. C'est très précis vraiment, mais je vous invite à faire l'analogie avec la cuisine. Si maintenant je devais préchauffer mon four à 180 mais que je le mettais à 220, on, on est trop chaud. Et ben, pour le café qui est des recettes beaucoup avec des quantités moindres en fait, c'est beaucoup plus précis, c'est du 20 grammes de café, c'est pas énorme. Sur 300 grammes d'eau, c'est pas énorme non plus. 1 degré, ça fait vraiment la différence. Mais je l'ai ressenti de manière drastique. J'ai fait un café à 89, un autre à 90, et c'est pas la même chose. Sur le même grain, sur la même taille de mouture, tout était pareil, sauf la température de l'eau. La recette était la même, mais le café n'avait plus rien à voir. Et, donc la température, c'est un paramètre important. Et bien sûr, le temps d'infusion, le temps de contact avec l'eau. Donc ça, c'est trois paramètres qui sont primordiaux, vitaux pour avoir un café, un bon café en tasse. C'est ces trois-là. Et un autre truc que je voudrais que tu partages avec nous, c'est, j'espère que je vais pas dire de bêtises, mais les meilleurs baristas du monde seraient pas en Italie, mais en Australie. Alors, oui et non, parce qu'il y a des championnats du monde que j'ai pas suivi cette année. Pareil, je me suis un peu détaché de ce côté championnat, mais les derniers gagnants étaient britanniques et américains, me Mhm, semble-t-il. mhm. Mais en fait, l'Australie, c'est un petit peu le the place to be, l'endroit du café. Australie-Nouvelle-Zélande, c'est là où les métiers de barista sont les plus draconiens, où il y a la plus grande précision. Il y a des baristas qui se font renvoyer leur café en salle parce que le dessin qu'ils ont fait n'est pas centré ni symétrique. Ils ont une exigence en fait qui est à un tout autre niveau que nous ici. C'est une clientèle qui est avertie, qui est même experte. Et du coup, en ce moment, l'Australie est au café ce que la France est au vin. Donc c'est vraiment le pays. En général, on met sur son CV qu'on a été formé ou qu'on a fait 1 an en Australie. Ici, on est sûr d'avoir sa place en coffee shop, c'est certain. C'est assez étonnant hein, quand même, hein, ce qu'on peut voir. Bah, en fait, il y a plusieurs vagues de café. La première a été évidemment la découverte de la plante en elle-même. Aujourd'hui, on est dans la cinquième. C'est vraiment la sublimation du café par le filtre. Et ça, c'est des méthodes britanniques en fait. C'est plus des méthodes pression à l'italienne qui ont été les vagues espresso. Euh, Bah, est-ce que tu peux ouais, nous citer hein, les 5 phases? On va ouais, pas rentrer dans bien les détails. sûr. Hein. Donc, bah, il y a la découverte de la plante et un peu ce qu'on en faisait, des infusions, Donc ce ça c'est la café très première. grand-mère, donc première vague. Puis il y a eu la vague pression, donc espresso, qui a été la deuxième. La troisième, ça a été tous les mélanges possibles avec cet espresso, donc les vagues lactées, j'ai envie de dire, le cappuccino et toutes ces choses, Mhm. y compris le latte art, donc qui est l'art de dessiner avec son lait dans un espresso. Euh, Si tu veux, je peux t'en faire un petit peu après, c'est pas un Mhm, problème. mhm. Et puis ensuite, les quatrième et cinquième qui sont un peu fusionnés, il y en a qui veulent les séparer, d'autres non, qui est en fait donc ce café filtre revisité. Donc c'est une revisite de la première vague finalement, euh, mais en l'adaptant au café de spécialité, donc à ce café grand cru, et préparé dans les règles de l'art du début à la fin de la chaîne. Voilà. Donc, Alors en fait, ce dont à quoi je suis en train de me dire, c'est que finalement dans les restaurants où le café est quand même quelque chose, une boisson assez classique hein, à servir en fin de repas, on devrait avoir un barista dans tous les vrais restaurants qui se respectent, enfin
je dirais, dans tous les restaurants où il y aurait un sommelier, parce que dans tous les restaurants, il n'y a pas de sommelier, et puis un restaurant, la brasserie du coin avec le restaurant où il y a un sommelier, c'est quand même pas la même chose, même si on appelle ça un restaurant. Mais au moins, dans tous les restaurants où il y a un sommelier, il devrait y avoir un barista. Ouais. Et d'ailleurs, est-ce que ça existe? Alors oui, il y a des endroits qui le font. J'aurais pas de nom en tête, mais je sais qu'il y a un restaurant donc étoilé qui propose en fin de repas, ils ont appelé ça le rituel Chemex. Donc la Chemex, c'est cette cafetière. D'ailleurs, si tu veux le fond de café qu'il y a dedans, t'es le bienvenu. Alors Donc voilà. rituel Chemex pour deux, euh, qui est servi donc avec le barista qui arrive avec son petit chariot qui présente le café, qui explique ce qui va être servi en tasse et qui le prépare devant eux, donc dans tout le rituel de préparation du café. Donc ça commence à être mis en place et c'est un petit peu dommage, je trouve que ça aille pas plus vite puisque la plupart de ces restaurants vont proposer des produits locaux, bio, préparés sur place, de qualité, mais pas le café. Mhm. Bon alors, café local, on est bien d'accord, ça va pas être possible en France, hein, puisque ça pousse pas ici, mais n'empêche qu'on a souvent négligé cette boisson en fin de repas, qui est finalement bu par tout le monde, et c'est vraiment dommage qu'on cherche à avoir la plus grande qualité possible dans tous les aspects de son restaurant, et pas dans le café. C'est... Je ne peux que comprendre ton étonnement, parce que moi, j'aurais le même étonnement au niveau de l'eau, avec tout ce qui existe comme solution pour améliorer l'eau du quotidien. Je suis toujours étonné que dans les restaurants, on ne propose pas que ça soit. On devrait avoir aussi une sorte d'équivalent de sommelier, mais pour l'eau, pour boire je sais pas, tel poisson, telle viande, etc. Bref. Ça, c'est encore autre chose, donc je ne peux que te comprendre. Alors, on va terminer cet enregistrement. Alors, j'ai deux choses qui me sont venues au moment où on est en train de parler ensemble là. Ouais. Est-ce que tu peux nous dire dans quel endroit? Alors, en Australie, c'est la fine fleur du barista. Ouais. Et où est-ce qu'on fait le meilleur café? Tu veux dire préparé? Ouais. Alors, la plante. Et si on prenait encore le même parallèle avec le vin, où est-ce qu'il y aurait les meilleurs cépages dans le monde? Ok, alors là, ça va être très subjectif aussi. En termes de qualité, on va les trouver de manière générale sur l'équateur. C'est là où on a le meilleur rayonnement. Donc, un peu pareil que pour les cépages, on veut un rayonnement donc, en hauteur. Il y a plein de paramètres à prendre en compte. Donc, plus on est sur la ligne de l'équateur, plus on a de chances d'avoir des bons cafés euh, sans avoir à monter trop haut finalement. Plus on s'en éloigne, plus il faut monter pour récupérer ce rayonnement. J'affectionne beaucoup moi les cafés d'Éthiopie, qui est d'ailleurs la région natale du caféier, donc ça vient d'Éthiopie, un petit peu comme l'homme, donc c'est tant mieux qu'on en boive tous. Un peu comme? Un peu comme l'homme, donc c'est tant mieux qu'on en boive tous. C'est intéressant ça. Donc le caféier vient d'Éthiopie, de base bien sûr, il y en a un petit peu partout maintenant. Euh, J'aime beaucoup les cafés du Kenya aussi, donc pareil, comme c'est des boissons aromatiques, qui selon les régions, les terroirs vont avoir des notes très différentes. On ne peut pas vraiment dire ce café c'est le meilleur. Euh, Outre les paramètres de dégustation du café de spécialité, sur la profondeur, la complexité, les arômes qui sont notés sur 100, donc à partir de 80-85, on va commencer à parler de café de spécialité, de grand cru. Donc quand on dit café de spécialité, vous pouvez être sûr qu'il y a au moins 80% de notes de dégustation, ce qui est exceptionnel. Il y a des cafés qui sont à 90, 95. Alors, tu peux préciser la note de Des dégustation? notes de dégustation, c'est des professionnels, hein, parce qu'il y a aussi des championnats du monde de cupping, on appelle ça. C'est des personnes exceptionnelles qui arrivent à retrouver en tasse 5, 6 à 10 pointes d'arômes différentes dans un café. Savoir que les meilleurs des œnologues en trouvent 3. On est quand même dans une discipline très poussée, très pointue. Et donc on va noter ces cafés sur la complexité, sur euh, la rondeur en bouche, sur les arômes, sur un nombre de paramètres donc, qui vont ou pas décider si ce sont des cafés de spécialité ou pas. Et parmi ces cafés de spécialité, il y a encore ces cafés d'exception donc, qui dépassent les 90%, ce qui est D'accord. incroyablement rare et cher. Et donc, on a souvent les très bonnes notes, c'est
des cafés d'Éthiopie ou des cafés du Kenya? Pas forcément. Ah. Ça peut être des cafés du Panama, ça peut être des cafés de Colombie, ou allez savoir. Ça va vraiment dépendre du sol, du terroir Mm. et de la personne qui s'en est occupée. Aussi, forcément, le jardinier a son mot à dire sur la qualité du café. Euh, Après, j'en ai pas encore fait pousser moi-même, donc je pourrais pas parler de tous ces paramètres personnellement. Mais de toute façon, et de manière générale, quand on fait pousser une plante, déjà la qualité du sol, du rayonnement et de l'eau qu'on va lui apporter va être décisive. Plus d'autres paramètres, puisque j'ai commencé à lire un livre qui s'appelle euh, Jamais seul. Et en fait, dans ce livre, il était en train d'expliquer que pour un type d'arbre, les colons qui étaient partis en Amérique du Sud avaient essayé de faire pousser un arbre européen et ils n'y arrivaient pas. Et en fait, quand ils ont pris de la terre, du sol européen, et qu'ils l'ont mis euh, en Amérique du Sud, là ça a Ça a poussé fonctionné. et en fait c'est là où on a vu l'importance du sol et à l'intérieur, c'est-à-dire les champignons, les bactéries. Ouais, Donc quand on dit ça, c'est aussi une manière un peu schématique de le dire, ouais, parce qu'il y a aussi d'autres paramètres, mais c'est bon, on est dans le monde du vivant et le monde du vivant est très très complexe. ouais. C'était super passionnant. Ouais, bah Merci. merci. On va conclure hein, cette émission. Merci de nous avoir suivis. Si vous avez des questions, s'il vous plaît, là, les gens qui nous ont regardés, n'hésitez pas, ne faites pas vos timides. S'il vous plaît, posez des questions si vous en avez. Et puis, pour ceux qui regarderont la vidéo qui sera montée, eh bien, n'hésitez pas à faire des commentaires en dessous de la vidéo. J'y répondrai et si c'est sur des aspects techniques du café, eh bien, je les ferai suivre à Mounir et puis quand il pourra, il vous répondra très volontiers puisque Ouais, avec c'est, plaisir. C'est dans ma démarche, hein, c'est... c'est ça. Donc n'hésitez pas, hein, pour ceux qui nous regarderont là, alors ceux qui sont en train de nous regarder ou ceux là qui sont en train de regarder cette vidéo, s'il vous plaît, vous ferez vos commentaires et on vous répondra. Et puis moi, j'invite vraiment Mounir à faire sa chaîne YouTube. Hein. Il a tellement de choses à dire, mais c'est juste impressionnant. C'est juste fantastique. En tout cas, moi, j'ai redécouvert le plaisir de boire du café grâce à Mounir. Et Dieu sait que moi, je vous dis, hein, quand j'ai rencontré Mounir, ça faisait 10 mois que j'avais arrêté le café. Et ben, l'écouter, tout d'un coup, c'est de loin une boisson qui est tout sauf banale. Donc, merci à toi en tout cas pour nous témoigner de ta passion pour cette boisson. Ouais, merci pour ton intérêt aussi. Je veux dire, on essaie d'en parler, mais il y a des gens qui sont pas réceptifs non plus, donc Parce que c'est cool. je partage avec toi cette problématique de parler de quelque chose de banal. Voilà, pour le public. Et alors que finalement, quand on est passionné par quelque chose, on s'aperçoit que de ce dont quoi on parle, c'est tout sauf banal. Et c'est parce qu'on s'est aperçu que c'est pas banal qu'on veut le partager aux Ouais, autres. exactement. Ça en fait beaucoup partie, hein. Alors, s'il te plaît, ça serait vraiment superbe que tu puisses faire ta chaîne YouTube. Je suis sûr que ça ferait vraiment beaucoup de gens. On boirait vraiment, surtout le café, hein, qui est vraiment, à mon avis, l'une des boissons alors, peut-être que tu vas me le confirmer, mais l'une des boissons les plus bues en France. Ouais. Je pense que tu as un segment, tu as, un truc à faire avec ta personnalité, avec ta passion et ton envie de partager aux autres. YouTube me paraît complètement approprié. Et puis en plus, tu as un décor avec ta cuisine. Moi, je trouve que c'est déjà un décor qui s'y prête. Voilà. Merci de nous avoir suivis. Encore merci à toi, Merci à Mounir, toi. Merci. de m'avoir accueilli, d'avoir répondu à quelques questions que je me posais par rapport à l'utilisation de l'eau sur le café. Et si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air et puis surtout à vous abonner à la chaîne YouTube. Au moment où on fait cette vidéo, on a déjà dépassé les 4000 abonnés. Vous vous rendez compte, 4000 abonnés, alors que je fais une émission une fois de temps en temps. Il y a vraiment de la part des gens un intérêt pour le sujet de l'eau et j'imagine que j'y contribue à mon échelle et j'en suis parfaitement heureux. Merci à ceux qui nous ont suivis. Je vous dis une prochaine fois pour une prochaine émission avec un autre invité sur une autre thématique, mais toujours lié à l'eau. Au revoir. Merci à Salut. tous.